Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce rendez-vous santé-sécurité numéro 8. Donc voilà, c'est le dernier de notre série de webinaires 2023. Donc on va conclure cette série sur une thématique qui nous est chère en fait, c'est oui, comment accompagner les apprentis dans les entreprises, donc comment les accueillir de façon efficace et de réussir leur intégration. Donc il y a l'apprenti, mais il y a également le maître d'apprentissage, donc on s'adresse aux entreprises. Donc bonjour, je suis Vincent Garneau, je suis chargé de projet santé-sécurité pour la CCI Occitanie et aujourd'hui je suis accompagné de ma collègue de la CCI de Montauban, donc Viviane Ticard, qui m'épaule sur ce webinaire. Donc, dans l'heure et demie que nous allons partager ensemble, donc nous allons traiter de voilà, comment accompagner les entreprises sur l'accueil des apprentis. Donc, il y aura plusieurs parties avec les divers intervenants. Donc, un premier rappel voilà, sur des éléments de contexte. Ensuite, les particularités d'une population voilà, d'apprentis, c'est un public jeune. Ensuite, on verra un rappel réglementaire avec l'ensemble des droits et des obligations sur l'entreprise. Nous parlerons ensuite voilà, des outils qui sont à votre disposition pour réaliser au mieux cet accueil. Et comme je vous l'ai précisé, donc, il y aura un temps d'échange en fin de webinaire. Donc voilà, les intervenants se présenteront au fil de l'eau lors de la prise de parole. Donc, comme je l'ai rappelé, le webinaire est enregistré et vous pouvez poser vos questions via l'intermédiaire du questionnaire de satisfaction. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier donc l'ensemble des personnes qui ont participé à la préparation de ce webinaire, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de l'ensemble des chambres de commerce d'Occitanie, de la DRET Occitanie et des acteurs du plan régional santé-travail. Je vous souhaite un très bon webinaire et on va passer à la partie numéro 1. Donc, je vais prendre la main. Je vais me présenter dans un premier temps afin d'introduire la partie contextuelle. Donc, je suis Virginie Nac, je suis responsable du service santé-sécurité au travail à la DRETS Occitanie. Et je suis également référente du plan régional santé-travail. Enfin, je m'occupe plus particulièrement du groupe de travail sur l'accompagnement des jeunes en apprentissage. Voilà. Alors, je souhaitais introduire par quelques mots, si Romain, tu veux bien passer à la slide, voilà. Pour vous expliquer le contexte, en tout cas pourquoi on en est venu, nous aujourd'hui, acteurs de la prévention, à travailler sur la formation des jeunes en apprentissage. On constate que la population des apprentis augmente et souvent, les jeunes qui démarrent en entreprise sont plus exposés aux accidents du travail. De part d'abord parce qu'ils manquent d'expérience professionnelle, mais aussi par leur méconnaissance de l'environnement de travail. C'est-à-dire qu'il y a souvent un défaut d'accueil au poste de travail des jeunes en apprentissage notamment. Et souvent, lorsque le jeune apprenti arrive dans l'entreprise, il a quelques difficultés à mettre en application les enseignements de prévention qu'il a appris. Comme on a constaté qu'il y avait une sinistralité plus importante chez les jeunes, mais Romain en reparlera, et que souvent la difficulté résidait dans l'accueil au poste de travail au sein de l'entreprise, on a souhaité travailler sur l'accueil justement des jeunes en entreprise et notre cible dans cette action, c'est l'entreprise qui embauche un apprenti, que ce soit le tuteur ou le maître d'apprentissage. Avant de laisser la parole à la CARSAT, je vais prendre deux petits exemples, alors qui ne sont pas très très gais, mais ça illustre plutôt bien le contexte. Pas plus tard que la semaine dernière, un jeune dans le département de l'Aveyron a eu le bras bloqué sous une cabine de camion alors qu'il effectuait un dépannage en atelier. Donc, il a eu multiples fractures, fêlures au bras. Et également, au mois de novembre 2023, un jeune en apprentissage, en stage professionnel, est décédé dans le département du Gers alors qu'il utilisait un équipement de travail mobile. Voilà, donc ce sont deux exemples en Occitanie qui démontrent qu'il y a vraiment de quoi se mobiliser sur ce sujet. Je te laisse la parole, Romain.
Oui, bonjour à tous. Donc, Romain Lemguen, ingénieur conseil en CARSAT Languedoc-Roussillon. Donc, la CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Donc, nous sommes des assureurs du risque professionnel et à ce titre, on intervient auprès des entreprises pour diminuer la gravité et la fréquence des accidents du travail sur l'ensemble des salariés qui cotisent au régime général. Et donc, notre présence aujourd'hui, c'est parce que les apprentis cotisent au régime général. Donc, on a une mission d'accompagnement des entreprises, mais également des apprentis dans leur insertion dans les entreprises. Donc, on va commencer par quelques éléments de contexte. En 2018, il y a eu la loi, enfin, la mise en œuvre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et cette loi, elle est composée de 5 volets majeurs. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, l'apprentissage est ouvert jusqu'à l'âge de 29 ans révolu, ce qui n'était pas le cas auparavant puisque c'était 25 ans. Il y a eu une simplification du statut juridique des organismes de formation qui proposent des filières par la voie de l'apprentissage. Et puis, il y a eu un certain nombre d'aides. Donc, la première aide, c'est une aide de 6 000 euros pour toute entreprise qui accueille dans ses locaux un apprenti qui prépare un diplôme équivalent ou inférieur au baccalauréat. Et puis en 2023, on a eu une modification de cette loi, ou en tout cas un apport, avec une nouvelle aide de 6 000 euros pour les entreprises qui, cette fois, accueillent un apprenti qui prépare un diplôme supérieur au baccalauréat jusqu'au niveau Bac plus 5. Et le dernier volet, c'est que la loi a transféré le couvrement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance à l'URSSAF. Donc aujourd'hui, c'est l'URSSAF qui réalise ce recouvrement-là et qui ensuite donne les fonds directement à France Compétences, qui elle les reverse aux différents OPCO. Donc il existe, les OPCO, c'est les opérateurs de compétences. Il en existe 11 au total et en fonction du secteur d'activité, vous dépendez d'un OPCO plutôt que d'un autre. Alors, cette loi elle a eu pour conséquence une augmentation significative du nombre des apprentis. En 2023, au niveau national, on est à peu près à 1 million d'apprentis. Et au niveau régional en Occitanie, on est à peu près à 82 000 apprentis. Donc, on voit bien que cette loi et notamment les aides qui sont distribuées aux entreprises ont permis une augmentation significative du nombre des apprentis. On est la 4e région de France en termes de nombre d'apprentis et on a constaté une forte augmentation depuis 2020 avec une augmentation de près de 32% des effectifs des apprentis, alors qu'auparavant, avant 2020, on était à peu près sur une augmentation annuelle de 5% de la population d'apprentis. Alors, l'autre effet de cette loi, donc le premier effet, vous l'avez bien compris, c'est une augmentation significative du nombre des apprentis. Autre effet, c'est la modification du profil des apprentis. Avant 2018, on était plutôt sur des niveaux inférieurs ou égaux au baccalauréat, c'est-à-dire des niveaux CAP ou bac professionnel. Depuis 2018, on a une modification du profil puisque l'apprentissage est considéré aujourd'hui comme une voie d'accès à des niveaux élevés de qualification, avec une augmentation d'ailleurs en région du nombre de structures qui accueillent des apprentis préparant des niveaux licence ou des niveaux master. Alors, une étude est parue également en 2018, la même année. Donc, il nous a paru important de vous présenter ces chiffres. C'est que l'indice de fréquence, donc cette étude, c'est une étude de l'INRS. L'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité, qui a publié une étude épidémiologique, excusez-moi, qui est nationale, en parlant de l'indice de fréquence, qui est le nombre d'accidents pour 1000 salariés. Ils se sont aperçus que chez les jeunes de moins de 25 ans, cet indice de fréquence était 3 fois supérieur à l'indice de fréquence de l'ensemble des salariés, et que si on formait les jeunes à la santé sécurité au travail, on diminuait par 2 le nombre d'accidents de travail. Autre point important qui a été souligné dans cette étude, c'est que les AT, les accidents de travail, surviennent en moyenne dans les 6 premiers mois de l'entrée dans l'emploi. Et ça, cette donnée-là, elle me permet de faire le lien avec la dernière diapositive qui est la fonction essentielle du maître d'apprentissage, avec un certain nombre de données également qui ont été publiées cette fois par le baromètre de l'apprentissage en 2023, en février 2023, puisque 94% des apprentis stipulent n'avoir fait l'objet d'aucun accompagnement à leur arrivée dans l'entreprise, 22% révèlent n'avoir bénéficié d'aucun accompagnement par un maître d'apprentissage durant sa formation, 72% des entreprises interrogées ne proposent pas de formation spécifique à leur maître d'apprentissage. Alors je rappelle qu'il existe des centres qui sont agréés et qui sont agréés
agréés par la DRETS et qui proposent des formations pour les maîtres d'apprentissage. Et il y en a un certain nombre dans notre région. Et puis, cette étude montre également le taux de rupture. On parlait précédemment de l'augmentation du nombre des apprentis, mais en fait, ce qu'il faut aussi mettre en évidence, c'est que le taux de rupture est de 24%, et le taux de rupture, c'est le nombre d'apprentis qui ne vont pas aller au bout de leur formation. Dans ces 24%, bien sûr, il y a un certain nombre d'apprentis qui vont arrêter pour des raisons diverses, mais l'étude est allée plus loin en demandant à ces apprentis quelles étaient les raisons de cette rupture de contrat. Et majoritairement, les apprentis répondent que l'intégration est une des causes de l'arrêt de cette rupture de contrat. Alors, j'ai mis 2 textes de loi qui me paraissent importants, parce que c'est vrai que quand on va dans les entreprises, parfois on s'aperçoit qu'il y a plus d'apprentis que de maîtres d'apprentissage, et pourtant c'est encadré par le code du travail. Le nombre maximum d'apprentis qui peuvent être accueillis simultanément dans une entreprise est fixé à 2 par maître d'apprentissage. Alors effectivement, on peut aller parfois jusqu'à 3 si dans les 3, il y a un redoublant. Et c'est la seule exception. Et puis, le deuxième article de loi, c'est que l'employeur doit désigner un maître d'apprentissage. D'ailleurs, dans le contrat, l'apprenti, quand il rentre en contrat d'apprentissage, il signe un contrat d'apprentissage et le nom du maître d'apprentissage est bien mentionné dans le contrat. En revanche, l'employeur doit donner également les moyens au maître d'apprentissage de pouvoir accueillir dans des bonnes conditions l'apprenti. Alors, comment sont répartis les CFA en Occitanie? Donc, il y en a 250. Donc, on retrouve des CFA qui sont publics, donc qui dépendent de l'éducation nationale et notamment du rectorat. On retrouve également des CFA privés et on constate qu'il y a une forte augmentation des CFA d'entreprise dans notre région. Et puis, on va avoir des CFA qui dépendent des chambres consulaires, notamment la CCI ou la CMA. Et puis, on retrouve également une nouvelle forme, ce qu'on appelle les unités de formation des apprentis, qui, eux, sont liés par convention à un CFA. Donc, pour résumer, l'UFA, c'est le lieu d'accueil des apprentis, n'est pas le lieu administratif, puisque c'est l'objet de cette convention qui lie l'UFA à un CFA. Alors, je vais laisser la parole à James Alves, qui est médecin inspecteur du travail. Oui, bonjour. Hop là, je prends le contrôle. Voilà, bonjour, donc James Alves, je suis médecin inspecteur du travail à DRETS Occitanie. Et je vais vous parler un petit peu de jeunes travailleurs et santé. Donc, faut voir cette période comme la période de fin d'adolescence. C'est une période de vulnérabilité physique, puisque le jeune est encore en croissance physique, psychique, puisque là, il a une psyché qui est en construction. Hein, il quitte sa psyché d'enfant pour prendre celle de l'adulte. Physiologique, puisqu'on considère que cette période est une période qui correspond à une fenêtre d'exposition qui est défavorable, en particulier aux perturbateurs endocriniens, mais aussi avec une sensibilité particulière aux mutagènes, aux reprotoxiques, avec toute la gravité que pourrait représenter une grossesse à ce moment-là. C'est pour ça que des dispositions particulières concernent des jeunes travailleurs, puisque il est dit qu'il y a une interdiction d'employer des jeunes de moins de 16 ans, sauf dérogation des mineurs, les mineurs de plus de 15 ans qui ont déjà un contrat d'apprentissage, ou des élèves de l'enseignement général ou professionnel qui sont dans les 2 dernières années de leur formation scolaire obligatoire. Alors, pourquoi ça ne veut pas passer? Voilà. Ah, j'ai une souris qui résiste. Voilà. Nous voilà. Donc, je voulais juste faire un petit point qui sera repris très largement par Virginie Nègre tout à l'heure, concernant les travaux réglementés. Parmi tous les travaux qui peuvent intéresser les jeunes, certains leur sont interdits pour des raisons de risque à la santé, sécurité, moralité, ou des travaux qui excéderaient leur force,
tout en sachant que parmi ces travaux interdits, certains peuvent pouvoir être dérogés. Voilà. Donc, parmi les dérogations, donc, il y a des dérogations permanentes. C'est les jeunes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou un titre professionnel qui permet l'exercice de l'activité. Ou ces dérogations peuvent provenir d'une demande de dérogation préalable à l'affectation des jeunes aux travaux interdits par leur employeur auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Et c'est une dérogation qui est à renouveler tous les 3 ans. Cette dérogation nécessite un avis médical d'aptitude qui sera formulé par un médecin du travail, par un médecin en charge du suivi médical de l'état de santé des élèves ou un médecin de MSA. Donc cet avis médical d'aptitude intervient avant l'affectation au poste de travail et cet avis sera renouvelé tous les ans. Voilà. Un dernier point va se focaliser sur les modalités de suivi médical de ces jeunes. Donc, je me suis focalisé sur les jeunes de moins de 18 ans. Hein, et donc, il s'agit d'une visite d'information de prévention pour les postes. Là, on est sur des postes qui ne sont pas réglementés, hein, bien sûr, sur des postes de travail ou un suivi individuel renforcé qui nécessiterait donc un dispositif particulier de suivi. De toute façon, les visites d'embauche sont à faire par un professionnel de santé ici, préalablement à l'affectation au poste. Hein. Là, on parle bien des moins de 18 ans. Et la visite périodique d'information et de prévention doit avoir une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans. Le suivi individuel renforcé, je rappelle, donc est un suivi tous les 2 ans hein, qui peut être réalisé par un personnel de santé dans la visite au bout de 2 ans, hein, sachant qu'une visite médicale est obligatoire à l'embauche ou plutôt, là, il y a eu modification, donc à l'embauche ou avec un infirmier et au bout de 4 ans. Hein, mais là, au bout de 4 ans, en général, l'apprentissage est fini. Voilà, j'ai fini avec mes points sur la santé et je passe la même. Hop, si je peux. Voilà. Voilà. Donc, à Monsieur Jouard. Bonjour à tous. Je me présente Mehdi Jouard, je suis responsable du service central travail à la DETS de l'Hérault, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Je vais donc évoquer avec vous les droits et obligations en tant qu'employeur. Pour la plupart des points qui vont être évoqués, hein, ce sont des choses connues, mais il est bien de se les rappeler. Tout d'abord, le fait que le contrat d'apprentissage est donc pour beaucoup des jeunes aujourd'hui un moyen de mettre un pied dans le monde du travail. Hein. C'est bien la passerelle privilégiée vers l'emploi et la qualification. Vous avez à l'écran les chiffres qui ont déjà été évoqués par Romain tout à l'heure, donc le nombre de contrats d'apprentissage conclus en Occitanie en 2022. Donc ça, ce sont les contrats en cours au 31 décembre 2022 et qui attestent bien d'une augmentation significative par rapport à 2019. On est sur plus de 100% d'augmentation et c'est le même constat au niveau national. Donc c'est une tendance lourde et plutôt stable d'augmentation sur l'ensemble du territoire. Cette voie de formation, elle a cette particularité de reposer sur une alternance hein, entre des périodes en centre de formation et des périodes pratiques en entreprise, avec un lien bien entendu entre les 2 enseignements qui peuvent être, qui sont délivrés soit en CFA, centre de formation, soit en entreprise.
Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Là-dessus, il n'y a pas de doute possible, hein. Il a quelques particularités, mais ça reste un contrat de travail. Il valide la formation professionnelle du jeune en alternance. Il est il a la particularité d'être tripartite. Il est signé à la fois par, l'entreprise, bien entendu, le jeune en apprentissage et le centre de formation. Chacun des 3 devant remplir, sa partie et bien entendu, comme l'a évoqué là aussi, Romain, vous noterez que sur le contrat d'apprentissage, les informations sur le maître d'apprentissage sont clairement, identifiées, que ce soit, son identité, son emploi et ses coordonnées. Quelques points de vigilance sur le contrat. Bien entendu, la date de début et de fin, puisque de manière générale, le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée déterminée. En principe, c'est une durée qui est égale au cycle de formation suivi, souvent, de 6 mois à 3 ans, et cela en fonction du diplôme préparé et du parcours antérieur. À la marge, ça peut aussi être un contrat à durée indéterminée. Autre point de vigilance donc, bien sûr la durée du travail, donc soit une durée déterminée ou une durée indéterminée comme on vient de l'évoquer. Le diplôme préparé doit également être mentionné sur le contrat. L'identité du maître d'apprentissage, on l'a vu et élément important, élément, essentiel du contrat de travail de manière générale, c'est le salaire et le salaire d'embauche, c'est celui-ci qui apparaît sur le contrat d'apprentissage. Ce contrat doit être signé impérativement par l'employeur et par l'apprenti. Dans le cas où l'apprenti est mineur, c'est son représentant légal qui est amené à signer le contrat. Autre point de vigilance, on va en parler, ensuite concernant la rémunération de manière générale, mais vous devez vérifier chaque année de contrat. Pour chaque année de contrat, vous devez vérifier le montant du salaire garanti en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel. Donc, nous évoquions le fait que le contrat d'apprentissage était un contrat de travail, finalement, comme un autre, hein, à part les quelques spécificités de signature ou de mention et donc cela fait de l'apprenti un salarié comme un autre et de ce fait, l'employeur doit respecter certaines obligations, en particulier la fourniture d'équipements de protection individuelle et les vêtements de travail si nécessaire. L'entreprise doit, comme pour tous les autres salariés, mettre à la disposition de l'apprenti des installations d'hygiène, vestiaires, installations sanitaires. La durée du travail applicable est respectée, hein, la durée applicable dans l'entreprise doit être strictement respectée et bien entendu, il est rémunéré selon la réglementation en vigueur, soit selon les règles du droit commun code du travail, soit selon les règles conventionnelles si elles sont plus favorables. Il bénéficie des protections en cas de maladie ou d'accident du travail et l'apprenti a également droit au remboursement des soins et au versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Et comme tout salarié, il a aussi des devoirs, en particulier celui de prévenir son employeur en cas d'absence. Pour sa part, l'employeur a également donc des obligations. Il doit s'engager, bien entendu, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète et qui est dispensée pour partie en entreprise et pour partie en CFA. Il doit permettre à l'apprenti de suivre ses cours. Cette alternance doit être vraiment respectée. Il n'est pas possible pour l'employeur de, réquisitionner l'apprenti pendant des périodes, déterminées comme étant, des périodes de cours. Vous avez compris à ce stade que le temps de cours, le temps en centre de formation est compris dans le temps de travail et donc c'est un temps qui est rémunéré et l'employeur doit garantir à l'apprenti de pouvoir se présenter aux examens, donc le libérer de certains moments, en fin d'année pour pouvoir présenter ses examens et enfin,
l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'apprenti, et ce, comme pour tout salarié, c'est l'obligation classique de vigilance. Je laisse la parole à Virginie. Oui, effectivement. Donc, Mehdi Jouard a insisté sur le rôle du maître d'apprentissage et a dit l'apprenti est un salarié comme les autres. Moi, j'aurais tendance à dire oui, effectivement, il a les mêmes droits et obligations qu'un autre salarié, mais ce n'est pas un salarié comme les autres dans la mesure où il est en apprentissage. Dans apprentissage, il y a apprenti. Le maître d'apprentissage s'occupe de l'apprenti, l'accompagne dans le geste professionnel, le forme, l'informe et assure sa santé et sa sécurité. Alors, quand on est maître d'apprentissage, à quoi on s'engage? D'abord, on s'engage à assurer la formation pratique de l'apprenti. On s'engage aussi à l'accompagner vers l'obtention de son diplôme. Donc, le maître d'apprentissage, il doit avoir du temps pour former à l'apprenti. Il doit se rendre disponible pour répondre à ses questions et s'assurer de son intégration, soit des questions sur le geste professionnel, mais aussi sur la santé et sécurité au travail. Il doit s'informer de son parcours au sein du CFA et de ses résultats. Donc, il y a un lien à établir avec le CFA. Et il doit consacrer du temps aux relations avec le CFA. Le maître d'apprentissage, qui est-il? Alors, ça peut être le chef d'entreprise, c'est d'ailleurs souvent le cas dans les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises, mais ça peut être aussi un autre salarié volontaire de l'entreprise. Il doit être majeur, évidemment, et posséder les compétences professionnelles pour accompagner l'apprenti, mais aussi des qualités pédagogiques, puisque vous l'avez compris, la formation de l'apprenti se poursuit en entreprise. Le maître d'apprentissage doit avoir un diplôme du même domaine que celui qui est visé par l'apprenti ou au moins une expérience significative de minimum 2 années. Romain l'a indiqué, le maître d'apprentissage ne peut pas encadrer plus de 2 apprentis plus un redoublant. C'est évident, on ne peut pas accompagner plus de 3 personnes au sein d'une entreprise et c'est important, et là j'insiste vraiment, il ne doit pas laisser l'apprenti livrer à lui-même. Donc, ce qu'il faut noter, et je terminerai sur ce point-là par ça, c'est qu'il n'y a aucune obligation à être formé en tant que maître d'apprentissage, mais l'État a mis en place une certification de référence qui permet de valoriser les compétences du maître d'apprentissage et qui permet aussi de les reconnaître. Et il y a un certain nombre d'organismes qui sont référencés pour cela, et vous aurez les liens en fin de webinaire. Donc, on a parlé du maître d'apprentissage. J'ai dit l'apprenti n'est pas un salarié comme les autres dans la mesure où il doit être accompagné, mais l'employeur, comme tout salarié, doit préserver sa santé et sa sécurité. Alors, pour préserver sa santé et sa sécurité, il doit d'abord évaluer les risques pour la santé et la sécurité des autres salariés, mais aussi de l'apprenti, et si possible, en l'associant à cette évaluation des risques. Il doit mettre en œuvre des actions de prévention, des mesures de protection pour protéger l'apprenti, d'autant plus s'il est mineur, puisque James Alves l'a dit, il ne peut pas effectuer tous les travaux et il y a certains travaux qui lui seront interdits. Autre point important, c'est il doit mettre à disposition des équipements de protection individuelle, type masque respiratoire, casque de chantier. Il doit les mettre à disposition gratuitement. Ça, c'est un point qui est essentiel. Il doit privilégier la mise en place de protection collective, par exemple des garde-corps pour éviter les chutes de hauteur, une aspiration à la source des poussières de bois, faire en sorte que les éléments mobiles concourant au travail sur les équipements de travail ne soient pas accessibles. Il doit informer l'apprenti et surtout, j'insiste, notamment à la prise de poste. Il doit l'accueillir dans son environnement de travail, lui montrer le geste professionnel en sécurité. Et enfin, mais ça je l'ai déjà dit, lui fournir, le cas échéant, les équipements de protection individuelle gratuitement. Savoir, les équipements de protection individuelle, c'est en dernier ressort. On met d'abord en place des protections collectives.
Donc, je souhaiterais revenir sur les travaux qui sont interdits aux mineurs et les travaux qu'on considère comme dangereux, mais qui peuvent bénéficier de dérogations. Donc, il y a certains travaux qui sont strictement interdits aux mineurs et pour lesquels aucune dérogation n'est possible. J'en cite deux sur ce support. J'aimerais insister sur un d'entre eux, c'est il est interdit d'affecter les jeunes mineurs aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à leur santé. Ça veut dire qu'il n'est pas possible d'affecter en période de forte canicule un jeune mineur à des travaux agricoles en plein air ou sur des chantiers BTP. Ça, c'est strictement interdit. Après, parfois, le jeune a besoin d'utiliser certains équipements de travail ou va être en contact avec des agents chimiques dangereux, mais c'est nécessaire pour qu'il puisse apprendre son futur métier. Donc, pour les besoins de sa formation, certains travaux dangereux peuvent être exécutés par un apprenti de moins de 18 ans. Et dans ce cas-là, il faut que l'employeur adresse une déclaration à l'inspection du travail avant, j'insiste, avant l'affectation des jeunes. Cette déclaration doit contenir strictement les équipements de travail ou les travaux pour lesquels le jeune va être affecté et pas d'autres. Et cette déclaration est valable 3 ans. Avant d'effectuer cette déclaration, l'employeur doit respecter un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire, et je vais revenir dessus, avoir réalisé l'évaluation des risques et mise en œuvre des moyens de prévention, avoir satisfait à toutes ses obligations en matière de formation à la sécurité et d'information, assurer l'encadrement du jeune par une personne compétente, notamment durant l'exercice de ses travaux, et avoir obtenu pour chaque jeune un avis médical d'aptitude. Donc, il existe des formulaires types. On vous a mis un lien pour déclarer et pour faire une déclaration de dérogation pour les jeunes d'au moins 15 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a aussi certaines informations qui doivent être tenues à la disposition de l'inspection du travail. Donc, dans la déclaration de dérogation, on doit indiquer l'intitulé du diplôme préparé, la nature des travaux interdits, la liste des équipements de travail, et c'est une liste exhaustive qui seront utilisés et uniquement ceux qui seront utilisés, et la liste des travaux pour lesquels le jeune sera exposé à des agents chimiques dangereux. Il faut tenir à disposition de l'inspection du travail l'identité du jeune et sa date de naissance, l'identité et la qualité du ou des encadrants, la formation professionnelle suivie, les informations et formations à la sécurité dispensées et l'avis médical d'aptitude délivré par le médecin du travail. Voilà, donc là, j'en ai terminé pour ce point-là. Je te relaisse la main, Mehdi. Merci Virginie. Donc on enchaîne sur le sujet de la durée du travail pour l'apprenti de moins de 18 ans. Comme vous le voyez, le tableau présente 4 rubriques essentielles en termes de durée du travail: la durée quotidienne, le repos quotidien, la durée hebdomadaire et le repos hebdomadaire. Et la distinction se fait, la bascule se fait au passage de la 16e année. Donc pour les jeunes de moins de 16 ans, comme pour ceux qui ont entre 16 et 18 ans, la durée quotidienne est fixée à 8 heures, sachant qu'elle ne doit pas dépasser au sein de ces 8 heures, on ne doit pas avoir de période de plus de 4h30 ininterrompue. Alors, il est possible dans certains secteurs d'activité et pour certaines professions d'atteindre des durées quotidiennes pouvant aller jusqu'à 10 heures. Ensuite, le repos quotidien, vous voyez qu'il est différent selon la catégorie d'âge, hein. Il est bien sûr plus important pour les jeunes de moins de 16 ans, c'est 14 heures de repos quotidien, et il est de 12 heures pour les jeunes entre 16 et 18 ans. Durée hebdomadaire, pour le coup, c'est la même, quel que soit l'âge du jeune de moins de 18 ans, c'est 35 heures hebdomadaires, c'est la durée légale du travail qui peut là aussi être portée à 40 heures dans certaines professions, par exemple les professions de la convention collective hôtel, café, restaurant.
Le repos hebdomadaire, quant à lui, il est de 2 jours consécutifs et il s'applique autant aux jeunes de moins de 16 ans qu'aux jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. La durée du travail, là aussi, vous retrouvez un peu la même configuration de tableau avec une distinction, entre les jeunes de moins de 16 et ceux qui ont entre 16 et 18 ans. Le travail de nuit, alors, il est, clairement interdit entre 20 h et 6 h du matin pour les jeunes de moins de 16 ans et pour les jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, alors la plage est réduite, hein, l'interdiction s'applique entre 22 h et 6 h du matin. Sauf dans certains cas et dans certaines professions, type hôtel, café, restaurant, où là, on peut aller jusqu'à 23 h 30 ou bien, ce qui paraît, évident pour, l'apprentissage, dans les boulangeries-pâtisseries, on peut débuter, à 4 h du matin pour pouvoir, assister ou en tous les cas participer, à l'ensemble du cycle de préparation, des produits de pâtisserie-boulangerie. Le travail durant les jours fériés, là aussi, il est réglementé puisqu'il est interdit, sauf dans certains secteurs qui, bénéficient là aussi de dérogations et on retrouve encore une fois, classiquement les secteurs de l'hôtellerie, café, restauration ou de la boulangerie-pâtisserie. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, les apprentis donc tout d'abord, les règles relatives à la durée du travail des apprentis majeurs sont les mêmes que pour les salariés adultes de l'entreprise et que dans tous les cas, l'ensemble des apprentis bénéficient des dispositions conventionnelles telles que la prime d'ancienneté, l'attribution d'un 13e mois par exemple, sous réserve d'avoir, effectivement rempli les conditions requises. Donc, ces dispositions conventionnelles s'appliquent, hein, quel que soit l'âge de l'apprenti. Le droit à congé, il est effectif, hein, pour, les apprentis et sachant que ces derniers bénéficient donc du même droit à congé que les salariés de l'entreprise, que les salariés adultes, soit, les 5 semaines dans l'année. Ensuite, pour, la préparation de l'examen, donc, les apprentis vont pouvoir bénéficier d'un congé spécifique dans le mois qui précède l'examen d'apprentissage et également d'un congé supplémentaire de 5 jours, pour la préparation des épreuves. Enfin, la rémunération, vous avez sous les yeux la grille de rémunération pour, les contrats qui ont été conclus à partir du 1er janvier 2022. Et on distingue les apprentis selon leur âge. Donc, cette fois-ci, on va jusqu'à 20 ans et on ventile la rémunération selon l'année, de formation dans lequel se place l'apprenti. Comme vous le voyez, c'est un pourcentage du SMIC qui est donc, prévu en termes de rémunération. C'est un salaire minimum en pourcentage du SMIC. Alors à calculer bien entendu sur la base d'un temps complet, de 35 heures. La première année, on est sur, un pourcentage de 27, que ce soit pour les jeunes de 15 ans et plus, lorsqu'ils sont en cycle, collège. Pour les jeunes également de 16 à 17 ans et on passe ensuite à 43 pour la tranche d'âge de 18 à 20 ans. Et vous voyez qu'en deuxième et en troisième année, ces pourcentages augmentent, quelle que soit la catégorie d'âge, pour aller, jusqu'à un maximum de 67 du SMIC en troisième année pour les jeunes de 18 à 20 ans. D'où l'importance, comme on l'indiquait en début de webinaire, de vérifier à date anniversaire le bon niveau de rémunération accordé à l'apprenti. Ça, c'est vraiment une obligation qui incombe à l'employeur. Ne pas se retrouver en défaut, sur ce point-là, c'est quelque chose qui arrive malheureusement assez souvent. Donc je vous invite à beaucoup de vigilance sur cette, question de la rémunération.
Donc pour les jeunes plus âgés, donc de 21 à 26, là on est sur des montants bien entendu plus élevés, donc 53 61 et 78 pour les jeunes de 21 à 25 ans et pour les jeunes de 26 ans et plus, eh bien on retombe sur la rémunération classique d'un adulte, donc le SMIC ou le salaire minimum conventionnel selon en choisissant la rémunération la plus élevée. De la même manière, pour les autres catégories, tranches d'âge, on doit à chaque fois, arbitrer entre, le salaire, SMIC ou le salaire conventionnel si ce dernier est plus élevé. La rupture du contrat de travail, donc c'est l'un des éléments de la vie du contrat, hein, bien entendu. Donc on a signé le contrat, on l'exécute et à un moment, il arrive des cas de figure où on doit rompre le contrat de travail. Alors, cette rupture ne peut intervenir, que lorsqu'elle est, notifiée par écrit, hein, et le contrat, d'apprentissage peut toujours être résilié, donc soit dans une première période, des 45 premiers jours de présence en entreprise. Dans ces cas-là, l'employeur ou l'apprenti, heu, peut librement rompre le contrat en informant, par écrit, l'autre partie, en respectant bien ces 45 jours. Au-delà, ce n'est pas possible et effectivement, au-delà de ces 45 jours, le contrat de travail peut être rompu, cette fois-ci, par accord écrit et signé entre l'employeur et l'apprenti, donc c'est une rupture, ce qu'on appelle d'un commun accord. Ou bien, autre cas de figure, il peut être rompu à l'initiative de l'employeur et dans ces cas-là, il prend la forme, d'un licenciement. Et autre cas de figure, là aussi assez classiquement, lorsque, la rupture est à l'initiative de l'apprenti seul, on est dans le cas de figure d'une démission. Mais cela uniquement après avoir sollicité, l'intervention du médiateur de l'apprentissage. À qui je laisse la parole. Merci Mehdi. Benoît Maltais, je suis responsable donc à la CCI Occitanie des thématiques emploi RH et orientation et en charge particulièrement du service médiation de l'apprentissage. Et donc c'est à ce titre que j'interviens là aujourd'hui. Vous connaissez le principe de la médiation, je pense, hein. À partir du moment où il y a un différend entre deux parties, quelle qu'elle soit, on fait intervenir un tiers, en l'occurrence le médiateur, hein, pour les accompagner dans la résolution de ce différend. Et donc, c'est le cas en matière d'apprentissage aussi. Vous avez aussi cette possibilité-là. Il existe donc un réseau de médiateurs de l'apprentissage. Cette mission est confiée à l'ensemble des réseaux consulaires, hein, les chambres d'agriculture, chambres de métiers de l'artisanat et chambres de commerce et d'industrie. Et donc, on peut intervenir lorsque vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit, dans la gestion de votre contrat d'apprentissage, dans la relation que vous avez avec l'apprenti. Le principe de la médiation, il est relativement simple, et en tout cas, les objectifs sont relativement simples, hein. C'est bien évidemment de sécuriser le parcours de formation. L'objectif, c'est que le jeune puisse aller au bout de sa formation, mais c'est aussi de lutter contre la rupture du contrat, quand on intervient suffisamment tôt pour ça. Et de traiter, comme je le disais à l'instant, les différends à l'amiable, hein, puisque la médiation est un mode de résolution des différends amiable, hein. On n'a pas de pouvoir judiciaire, de pouvoir de contrainte. On reste vraiment dans une phase d'amiable. La loi de 2018 alors, le principe, il existait avant la loi de 2018, mais la loi de 2018 a intégré quelques changements par rapport à ça, et c'est ce qui a été dit juste avant par Mehdi Jouard au niveau de la rupture du contrat. La médiation, elle peut être sollicitée dans 3 situations. La première, la plus courante, la plus ancienne, c'est tout litige qui concerne l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage. Par exemple, vous avez une difficulté sur les questions de rémunération, sur l'interprétation des congés. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, on y répondra tout à l'heure, sur les questions de sécurité, etc., etc. Alors, on n'est pas des spécialistes de toutes ces thématiques, bien évidemment, mais l'objectif, c'est de pouvoir mettre les parties autour de la table, d'essayer de renouer le dialogue, d'essayer de comprendre justement ce qui n'est pas compris et d'accompagner, encore une fois, les parties à résoudre, à trouver une solution là-dessus. Ça, c'est le cas le plus, on va dire, le plus classique. Tout type de litige. La seule exception, c'est tout ce qui concerne la pédagogie. S'il y a une difficulté
avec le CFA, on n'intervient pas. Le médiateur, il est là, le médiateur de l'apprentissage, il est là uniquement pour la partie employeur-salarié, employeur-apprenti. Les cas depuis 2018 complémentaires, c'est le cas de rupture unilatérale à l'initiative de l'apprenti qui oblige l'apprenti à saisir au préalable, avant de rompre le contrat, à saisir le médiateur de l'apprentissage. Et au-delà de la saisine, il aura un délai à respecter de réflexion, qui est de minimum 5 jours calendaires, avant de notifier son employeur de sa volonté de rompre le contrat. Et une fois que l'employeur est notifié, l'apprenti doit respecter un délai de préavis qui, lui, va être d'au moins 7 jours. Donc ça, c'est un nouveau cas depuis 2018 et qui commence à être bien intégré par les jeunes qui savent largement s'en servir. Et autre cas également nouveau, c'est lorsque le jeune est exclu définitivement par le CFA de sa formation. Là aussi, il peut avoir recours au médiateur. L'idée étant de l'aider à trouver un nouveau CFA, de l'aider lui et son employeur à trouver un nouveau CFA. Et de faire en sorte que la situation continue, dans la relation continue, avec son employeur, bien évidemment. Le médiateur de l'apprentissage, il intervient comme n'importe quel autre médiateur en toute neutralité. Il est neutre, il est impartial, il est totalement indépendant, il n'est pas rattaché au CFA et il agit en toute confidentialité dans les dossiers qu'il a à traiter. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que plus le médiateur est saisi tôt, plus on a de chances d'accompagner vers une résolution amiable qui permettra de poursuivre le contrat jusqu'à son terme. Si on est saisi au moment où le jeune veut partir, c'est souvent très compliqué de le retenir. Ce qu'on observe globalement dans les cas de médiation dont on est saisi, on a une forte augmentation de saisine depuis ces dernières années, mais c'est en lien avec le nombre de contrats, c'est qu'il y a un déficit d'informations assez important, à la fois des apprentis sur leurs droits et leurs devoirs, ça a été évoqué tout à l'heure, mais également des employeurs, une méconnaissance du rôle du maître d'apprentissage, de sa nécessaire implication à la formation, et puis des problèmes réglementaires de congés, de salaires pas payés, ce genre de choses. Donc ça, c'est des situations dans lesquelles on peut intervenir. Pour recentrer sur la question de la santé-sécurité, on ne va pas être là pour faire respecter des règles de sécurité. Encore une fois, on va être là pour donner des éléments de réponse et permettre aux parties de trouver une solution. Mais s'il y a un risque important pour la santé et la sécurité du jeune, là, ça sera plutôt le rôle des services de l'État, tel que ça a été exposé tout à l'heure, de pouvoir intervenir si besoin. Voilà, pour faire assez court, mais encore une fois, vous pouvez nous solliciter pour toute difficulté. Souvent, derrière des problématiques de santé, il y a des litiges plus anciens, des problèmes de dialogue qui font que le jeune, au bout d'un moment, comme il n'arrive pas à communiquer avec son employeur, il se met en arrêt maladie et puis il prétexte une situation de, entre guillemets, parce que je me méfie de la terminologie, mais de harcèlement, par exemple, de mal-être au travail en tout cas. Et donc, souvent, ça part d'un tout petit point de détail qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure du contrat. C'est pour ça que je dis, plus vous faites intervenir le médiateur tôt, plus vous avez de chances que le litige soit évité. Vous avez les coordonnées, vous les retrouverez sur le support, elles sont là à l'écran, mais vous les retrouverez sur le support. La saisine peut se faire par mail, par téléphone, et il y a un formulaire dématérialisé. Les médiateurs sont présents sur l'ensemble du territoire national. Si vous avez des établissements en dehors de l'Occitanie, il y a aussi des médiateurs sur les autres départements. Et je passe la main, du coup, à Romain et Virginie. Oui, excusez-moi. Je reprends la main, effectivement, avant de la laisser à Romain. Donc, la dernière partie de ce webinaire est consacrée aux outils qu'on peut vous proposer, nous, dans le cadre du plan régional santé-travail notamment, mais également des outils proposés par la CARSAT à travers les tutos PREV accueil et pédagogique, par l'OPP-BTP à travers des fiches et des points sécurité proposés aux maîtres d'apprentissage et évidemment les outils du plan régional santé-travail. Donc, je vais laisser la parole à Romain pour expliquer ce qu'est Tuto PREV.
Oui, merci Virginie. Alors, les outils TutoPrev, pour commencer, ce sont des outils qui sont gratuits et ce sont des ressources qui sont en ligne sur le site de l'INRS, donc l'Institut national de recherche et de sécurité. Donc, la démarche TutoPrev, c'est la mise en place par l'INRS, mais également par l'assurance maladie risque professionnel de brochures. En fait, il en existe un certain nombre, on va le voir par la suite, qui permettent à la fois d'accueillir les nouveaux embauchés, mais également d'apporter des supports aux enseignants. Donc, les tutoprev, il y a un tutoprev accueil et un tutoprev pédagogie. Donc, l'objectif, on l'a un peu évoqué précédemment, hein, c'est d'accueillir les nouveaux embauchés dans l'entreprise, de confronter l'apprenti aux nouveaux risques auxquels il va être confronté dans son entreprise. Et pour cela, on a un certain nombre de tutoprev. Alors, le tutoprev qu'on voit sur la gauche, ce sont les tutoprev pédagogie, plutôt à destination des enseignants. Donc, les CARSAT, que ce soit la CARSAT Languedoc-Roussillon ou Midi-Pyrénées, on travaille sur la montée en compétences des enseignants. Donc, on leur permet d'inclure ces tutoprev pédagogie dans leur enseignement pour qu'ensuite qu'ils puissent dispenser aux apprentis et aux élèves la santé, sécurité au travail dans leur enseignement. Et puis, on a côté droite de l'écran les tutoprev accueil, donc plutôt à destination des tuteurs, des maîtres d'apprentissage et des accueillants dans l'entreprise. Alors ça, c'est les ressources que vous pouvez retrouver sur le site de l'INRS, donc deux types de tutoprev. Pour le pédagogie, on a 8 secteurs d'activité. Donc là, le support, il n'est pas à jour, donc c'est pas 8, c'est 10, puisque viennent se rajouter 2 autres tutoprev, notamment le commerce et le travail bureau, puisque ce sont des ressources qui sont actualisées régulièrement par l'INRS. Donc vous voyez, il y a différents types de secteurs d'activité. Et ensuite, pour le tutoprev accueil, là, on est à 12 secteurs d'activité. Donc, on a un certain nombre, je ne vais pas tous les reprendre, mais vous voyez que c'est assez varié. On passe du BTP, métier de bois, restauration, métier de la bouche. Et donc, quand vous cliquez sur ces ressources-là, vous arrivez sur des supports qui permettent au maître d'apprentissage, par exemple, de pouvoir accueillir un nouveau salarié, un apprenti en l'occurrence. Donc, on va rentrer dans le détail en détaillant ce qui est un tutoprev accueil et pédagogie. Alors, le tutoprev accueil, vous l'aurez compris, il s'adresse à tous les nouveaux arrivants dans l'entreprise et il permet d'aider les personnes qui sont aussi en charge de l'accueil et de l'accompagnement des nouveaux arrivants, donc en l'occurrence les maîtres d'apprentissage. Et il permet de vérifier aussi les acquis du nouvel embauché en matière de santé, sécurité au travail et de repérer les connaissances qui vont être nécessaires au nouvel embauché pour lui permettre d'évoluer de façon beaucoup plus sereine dans l'entreprise. Alors, cet outil propose des planches qui permettent d'illustrer des situations de travail qui vont être caractéristiques du secteur d'activité. Donc là, par exemple, j'ai pris un tutoprev accueil dans le secteur des transports routiers de marchandises. Et donc, l'apprenti, ça va lui permettre d'identifier des situations à risque dans ce secteur d'activité, mais également de proposer des solutions de préconisation. Donc, on a également des planches de correction qui vont être destinées aux maîtres d'apprentissage sur lesquelles les situations à risque seront entourées. Donc là, on le voit, c'est le cas sur l'image où en fait, on va avoir un numéro et puis derrière, on va avoir à la fois la situation à risque qui est identifiée avec, par exemple, l'accident, mais également la maladie professionnelle qui peut être liée à la situation à risque rencontrée. Et puis, on va avoir également que faire à la suite de l'observation de cette situation dangereuse. Donc, on va avoir un certain nombre de préconisations qui vont être proposées grâce à ces tableaux. Alors, cet outil TutoPrev accueil à destination plutôt de l'accueillant, donc par conséquent le maître d'apprentissage, ça va permettre de favoriser les échanges entre l'accueillant et l'accueilli.
Le deuxième dispositif, c'est le tutoprev pédagogique. Alors, le tutoprev pédagogique, je le disais précédemment, lui, il est plutôt à destination des enseignants de lycées professionnels et formateurs en CFA. Mais par contre, il peut être également utilisé dans les entreprises, puisqu'un certain nombre d'éléments, notamment les fiches familles de risque, sont assez intéressantes, puisqu'elles vont décrire des cas concrets d'accidents de travail dans un secteur particulier qui peuvent être repris par l'entreprise pour être exposés aux nouvelles arrivantes dans l'entreprise. Alors, de ces fiches, on en déduit des illustrations des composantes du risque, des suggestions de mesures de prévention, mais également des ressources complémentaires avec un certain nombre de liens qui sont renvoyés vers l'INRS avec des vidéos, des webinaires, mais également des formations qui peuvent être proposées aux entreprises. Vous retrouvez également des supports d'observation qui permettent à l'apprenti d'évaluer les situations à risque dans l'entreprise. Donc ça, c'est des éléments qui sont notamment proposés dans les CFA. Et donc, il n'est pas rare que les apprentis, une fois qu'ils arrivent sur le lieu de travail, sortent ce support d'observation pour qu'une fois qu'ils reviennent en CFA, exposent les situations à risque qu'ils ont rencontrées, notamment dans leur cours que l'on appelle les cours PSE. Alors, je ferai juste un point sur un nouveau dispositif. Donc, c'est le tutoprev pédagogique. Enfin, le tutoprev, excusez-moi, interactif. Donc, ça reprend le tutoprev accueil. Donc, en fait, c'est une façon plus ludique et interactive. Donc, c'est une ressource qui est en ligne, aussi sur le site de l'INRS. Il vous suffit de taper tutoprev interactif et vous retrouverez ce support où, en fait, c'est une façon ludique pour l'accueilli, c'est-à-dire l'apprenti, mais également le maître d'apprentissage, de découvrir des situations à risque. Et donc, vous retrouvez également un certain nombre de secteurs que j'ai énoncé précédemment. Donc, c'est pour avoir un certain nombre de retours sur ce tutoprev interactif. C'est très bien accueilli par les apprentis, mais également les maîtres d'apprentissage. Je vais laisser la main à Virginie pour les outils OPP-BTP. Oui, effectivement, donc l'OPP-BTP n'a pas pu être présent, mais il nous semblait important de vous présenter quelques-uns assez rapidement, hein, ceci dit, quelques-uns des outils qui peuvent proposer également dans l'accueil des apprenants et des maîtres d'apprentissage, hein, dans le secteur BTP, vous vous en doutez. Pour les maîtres d'apprentissage, la structure pardonnez-moi, propose une formation e-learning qui est assez courte, hein, en fait, sur le thème de former en sécurité, c'est-à-dire comment moi, en tant que maître d'apprentissage, je peux permettre à mon apprenti de mieux appréhender les situations à risque avec une petite vidéo, un quiz et une fiche de synthèse. Il propose également une minute, enfin ce qu'on appelle les minutes prévention pour les maîtres d'apprentissage, notamment sur l'importance de l'accueil au poste de travail. Ça, je le répéterai jamais assez, mais je crois que c'est fondamental, hein. Là, je fais une petite digression, mais lorsque les services de l'inspection du travail effectuent les enquêtes accidents du travail, notamment chez les apprentis, qu'ils soient mineurs ou majeurs d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a eu un défaut de formation au poste de travail, hein. En troisième lieu, l'OPP-BTP propose une feuille, des fiches accueil, hein, pour les apprentis, pour que ceux-ci puissent renforcer leur sécurité, et des fiches sur plusieurs thématiques, hein, le bois, les travaux publics, canalisation, la construction métallique. Et enfin, on vous donne les contacts, hein, du directeur de l'OPP-BTP en Occitanie et de la personne qui s'occupe plus spécifiquement du secteur de l'apprentissage. Voilà. Donc, nous souhaitions aussi vous présenter les outils du plan régional santé-travail. Donc d'abord un premier outil qui est un fascicule, hein, une brochure qui peut être utilisée à la fois par les CFA, également par les entreprises, mais également par les apprentis, qui reprend à peu près tout ce qu'on a pu se dire au cours de ce webinaire, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des apprentis, les travaux interdits, les dérogations, la médiation de l'apprentissage. Moi, je vous invite à aller le télécharger sur le site du PRST parce que bon, on a de très bons retours sur ce premier outil.
Également en Occitanie, on a lancé une vaste campagne de communication autour du plan régional santé-travail et les cibles principales de cette campagne sont d'abord les employeurs de très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, mais aussi les jeunes, puisque on vous l'a dit tout au long de ce webinaire, les jeunes ont une sinistralité supérieure à la moyenne des autres salariés. Donc, on souhaitait vraiment les sensibiliser. Pour ce faire, on a créé une campagne à la tonalité positive avec un petit personnage qui s'appelle Blue pour instaurer un esprit de proximité en empruntant une expression du langage commun. Non, mais c'est quoi ce travail, hein? Et l'objectif, c'est de sensibiliser à la fois les employeurs et les salariés, notamment les plus jeunes, sur les risques inhérents à certaines activités, mais aussi de manière plus générale à la prévention et à la protection de la santé et sécurité des salariés. Alors, on propose d'abord des affiches qui seront assez rapidement téléchargeables sur le site du PRST autour de la problématique des addictions en milieu professionnel, des violences sexuelles et sexistes au travail, mais également des risques chimiques, du risque routier professionnel. Vous voyez les petites affiches s'afficher à l'écran. Des accidents du travail graves et mortels, de la problématique de la chute de hauteur, puis enfin de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, toutes ces affiches seront téléchargeables assez rapidement sur notre site du PRST. Elles ne le sont pas actuellement, mais elles le seront courant décembre. Vous pouvez tout à fait les imprimer et les donner puisqu'elles comportent un petit texte de sensibilisation avec un QR code qui vous permet d'accéder à notre page d'accueil. Ensuite, on propose également des vidéos, donc on va vous en passer une après mon exposé. Mais avant de vous passer cette vidéo, je souhaitais vous dire que nous, on essaie au-delà de ces outils très opérationnels et assez ludiques, on travaille on essaie de travailler notamment en menant des expérimentations auprès de CFA en Occitanie. La prochaine aura lieu en janvier à Albi. La cible, je répète, c'est l'entreprise accueillante. Mais on souhaite également développer, puisque dans notre groupe de travail, on travaille également avec des partenaires sociaux, peut-être une action avec les entreprises qui pourraient être intéressées pour travailler avec nous, pour témoigner de ce qu'elles mettent en place au sein de leur entreprise pour accueillir les apprentis, pour faire des retours d'expérience, mais aussi pour travailler sur des outils qui pourraient correspondre à leurs attentes. Donc, on va vous proposer un questionnaire en fin de webinaire et si certains d'entre vous sont intéressés, vous pouvez le mentionner. Nous, on vous recontactera pour voir comment on peut mettre en place des actions opérationnelles. Voilà. Donc, je vous laisse, Vincent, partager la petite vidéo avant d'indiquer tous les liens qu'on peut proposer autour de l'apprentissage. Allez, je partage ça du coup. Donc, toutes les affiches sont déclinées en vidéo. Ça, je ne l'ai pas précisé. Il faut également partager le son. Voilà. Voilà, donc vous avez une illustration concrète de la campagne de com qu'on mène actuellement. Très bien, je vous propose maintenant du coup de revenir sur le support que je vais vous repartager. Et du coup, vous allez avoir accès en fait à tout ce qu'on vous a présenté, notamment les intervenants. Vous allez pouvoir retrouver en fait tous les liens. On vous les a resynthétisés en fait dans une partie bibliographie. Voilà, que vous allez pouvoir retrouver ici. Donc, vous avez entendu parler d'INRS, donc ils font des dossiers par thématique. Du coup, vous allez pouvoir retrouver tous les liens qui sont actifs sur les dossiers qui concernent l'accueil des jeunes travailleurs notamment.
Donc, vous avez le lien du site de la DRET, vous avez le lien du site du PRST. Donc, dans la rubrique outils, vous allez pouvoir retrouver voilà, tous les outils qui ont été développés et donc très prochainement les affiches qui seront proposées dans le cadre de ce PRST. Donc ensuite, vous avez également les liens vers les sites du ministère du Travail, les liens vers les CARSAT, donc que ce soit Midi-Pyrénées ou LR, ou le site de la sécurité sociale, donc Amélie, dans lequel vous allez pouvoir retrouver le lien pour les tutos PREV. Les liens pour les replays donc des webinaires Occitanie, également le lien pour le médiateur d'entreprise, les fiches pratiques d'OPP-BTP et enfin une ordre plus générale sur tout ce qui est réglementation lié avec tout ce qui peut être contrat, donc l'annuaire de l'inspection du travail, tout ce qui peut être service de renseignement au droit du travail, et enfin le service de prévention et de santé les services de prévention et de santé au travail. Donc n'oubliez pas aussi que voilà, ce sont des acteurs relais qui sont présents sur votre territoire, qui peuvent vous accompagner notamment sur tout ce qui est prévention, santé et sécurité pour les jeunes. Voilà, donc vous avez toutes ces informations ici. Un petit point agenda. Pour vous rappeler donc que nous revenons l'année prochaine avec les rendez-vous santé-sécurité. Donc le programme est en cours de construction actuellement. Donc nous ne tarderons pas à vous communiquer donc les prochaines dates. Voilà, juste pour rappeler que les webinaires sont disponibles en replay, donc vous avez le lien ici. Et en 2024, en fait, on va lancer un programme de sensibilisation, donc avec un partenariat avec l'ADRETS Occitanie dans le cadre du plan régional santé-travail. Donc il y aura un premier webinaire donc, qui aura lieu le 23 janvier à 14h30. Donc le lien d'inscription est déjà actif. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Et ensuite, on viendra donc dans chaque territoire d'Occitanie. Donc, il y aura 13 ateliers participatifs pour vous détailler du coup qu'est-ce que sont les violences sexistes et sexuées. Ce sera quelque chose qui sera vraiment animé avec des supports audio, vidéo pour vraiment vous mettre dans les situations, vous faire réagir. Et ensuite, il y aura l'ensemble des outils qui ont été développés et qui continuent. Voilà, le groupe de travail du PRST. Donc, il y a déjà des outils existants. Ils en développent encore certains. Donc, tout ça vous sera présenté. Vous allez vraiment repartir avec une mallette à outils pratico-pratique utilisable directement. Donc ça, voilà, un peu de teasing pour les programmes 2024. Vous retrouvez ici l'ensemble des personnes qui ont intervenu, donc qui sont intervenues sur ce webinaire. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Donc, Viviane a dû bien noter l'ensemble des questions que vous avez posées. Donc, je lui laisse la main pour poser les questions. Et ce que je vais faire, c'est que pendant ce temps, donc, comme l'a dit Virginie, s'il y a certains d'entre vous qui sont intéressés, en fait, pour participer ou voir les outils ou expérimenter les outils du PRST, je vais lancer un petit sondage et vous pouvez vous signaler voilà, maintenant. À la fin des questions, il y aura le questionnaire de satisfaction. Donc, s'il y a des questions plutôt personnelles, n'hésitez pas à voilà, vous signaler. Un conseiller CCI pourra vous recontacter pour vous mettre en relation avec les services adéquats. Allez, on passe tout de suite aux questions. Oui, alors je vais faire une question groupée en ce qui concerne les temps de repos et de congés, à savoir est-ce que le repos du dimanche est obligatoire? Est-ce que le droit des 5 jours de congé par an, c'est par diplôme? Savoir à partir de combien de temps de présence dans l'entreprise l'apprenti peut-il poser des congés? Et enfin, si on a affaire à un apprenti mineur, est-ce qu'il peut poser des congés sans l'accord de ses parents? Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît, question par question? Alors, est-ce que le repos du dimanche est obligatoire? Alors, la règle de droit commun, effectivement, prévoit un repos, une obligation de repos hebdomadaire le dimanche. Pour autant, certains secteurs d'activité prévoient ou permettent par convention collective le travail du dimanche.
Donc, si l'apprenti est employé dans une entreprise qui dépend de ce type d'activité, eh bien, comme tous les autres salariés, comme on le disait dans le webinaire, il est soumis aux mêmes règles de durée du travail, en tous les cas, celle du repos applicable dans l'entreprise. Donc, il peut éventuellement travailler le dimanche selon le secteur. Ça, c'est un premier point par convention collective. Et ensuite, il existe toute une… alors, il existe des dérogations, au repos dominical, mais là, pour le coup, elles ne s'appliquent pas aux apprentis pour ce qui est de la dérogation accordée par le préfet, par exemple. Est-ce que ça répond à la question? J'espère. Je pense. Donc il y avait aussi dans ce gros lot de questions, si à partir de combien de temps de présence dans l'entreprise l'apprenti peut-il poser des congés? Et est-ce que Alors, s'il est mineur, il peut poser des congés sans l'accord de ses parents? Alors, les congés sont générés dès le premier mois d'activité, donc à hauteur de 2,5 jours de congés payés générés par mois de travail. Ensuite, il ne peut pas les prendre immédiatement. Il doit attendre d'entrer dans la période de pause des congés, qui est donc différente de la période d'acquisition des congés payés. Donc, c'est à vérifier. Il faut que je vérifie ce point pour vous donner la période exacte. Je ne l'ai pas forcément en mémoire. Est-ce qu'on peut donner mes coordonnées à la personne qui a posé cette question pour que je la recontacte ultérieurement? Viviane? Oui, c'est Oui, c'est possible. bon, vos coordonnées seront transférées, il n'y a pas de souci. De toute Je vous façon, remercie. ils ont vos contacts. Et concernant le fait de poser des congés sans l'accord des parents pour un apprenti mineur, je n'ai pas forcément réfléchi à cette question. J'aurais tendance à dire que non, qu'il faut quand même l'accord des parents. Mais là aussi, je le vérifierai et je répondrai ultérieurement à cette question. Alors, il y avait une dernière question sur les congés, à savoir, est-ce que le droit des 5 jours de congé par an, c'est par diplôme? C'est-à-dire, C'est si un 25, apprenti… c'est 25. Déjà, c'est pas 5, c'est 25. OK. En une année, voilà, en une Non, année, on a… on est sur les jours de congé pour examen. Ah, pour examen, oui, pardon, j'étais sur les… Merci Benoît. Oui, les jours de congé pour examen, alors la question était de Si c'était savoir… par an, si c'était par diplôme, c'est-à-dire que quand il y a un diplôme qui se fait sur 2 ans, est-ce qu'il a 5 jours pour, les 2 ans ou est-ce qu'il a 5 jours pour la première année et 5 jours pour la deuxième année? Si c'est le même diplôme. Alors, ça dépend si ce même diplôme est sanctionné par des épreuves à la fin de la première année et à la fin de la seconde Type année. master, dans Type la question master, en l'occurrence. d'accord. Le diplôme, les examens qui sanctionnent le master doivent intervenir en fin de deuxième année, je pense. Et dans ces cas-là, les 5 jours ne sont utilisables que avant la fin de cette deuxième année. Sous couvert de l'appréciation ou de l'analyse de mes collègues. Non, mais je suis sur le même avis, hein. C'est qu'une seule fois par contrat, les 5 jours de congé. Et théoriquement, c'est pas fractionnable, mais il n'y a rien qui est précisé, donc question de fonctionnement interne, j'ai envie de dire. Ouais, ça peut s'entendre. En précisant quand même que si le CFA organise des jours de révision pour l'examen, ça remplace ces 5 jours de congé. Le jeune doit se rendre à la préparation organisée par le CFA. Autre question, plutôt sur, le domaine, on va dire, contractuel. Doit-on faire un complément du CERFA, un contrat de travail propre à l'établissement entre le salarié et l'employeur?
En plus du CERFA, un contrat, Ouais, en complément. non, je ne vois pas l'utilité, a priori d'un document annexe, à moins, qu'il y ait vraiment des dispositions, très particulières, propres à la relation de travail, qui est en jeu. Mais, sauf dans ce cas-là, je ne vois pas l'utilité de compléter le CERFA. Très bien. Est-ce que un apprenti peut changer de maître d'apprentissage en cours de formation? Oui, c'est possible. Alors bien entendu, il faut que la chose soit clairement tracée au niveau du contrat d'apprentissage et là, pour le coup, il faudra un avenant, à ce contrat d'apprentissage pour spécifier le changement de maître d'apprentissage. Je suppose dans le cas de figure où, le maître, d'apprentissage initial quitte l'entreprise pour une raison ou pour une autre. Donc dans ces cas-là, c'est possible, moyennant, un avenant au contrat. Si je reste sur une question sur le maître d'apprentissage lorsqu'il est en congé ou absent, qui accompagne du coup l'apprenti? Ah, bonne question. Heu, c'est de la responsabilité de l'employeur je pense, de prévoir, quelqu'un qui puisse assurer l'intérim. Heu, il n'y a pas de précision réglementaire sur le remplacement du maître d'apprentissage lorsqu'il est absent. Mais c'est à l'employeur de prendre toute disposition, nécessaire, pour maintenir, l'accompagnement et le suivi de l'apprenti. Romain, tu veux compléter? Oui, c'est juste pour compléter en disant que la fonction de maître d'apprentissage, par contre, elle peut être partagée entre plusieurs membres de l'équipe dans une entreprise, ce qui permet du coup de pallier à ce genre de problématique. D'ailleurs, le CERFA, prévoit, la mention éventuelle de 2 maîtres d'apprentissage. Oui, tout à fait. Alors, il y a une question entre-temps, sur le volet des congés. Est-ce que les jours de congé, donc pour révision non pris, sont à payer en fin de contrat? Mmh, là aussi, il faudrait que je vérifie. J'ai pas de certitude sur le sujet, mais spontanément, je dirais non, mais après à vérifier. Si on peut là aussi me contacter, en dehors du webinaire. À moins que quelqu'un d'autre ait une réponse? Non, Non. désolé. J'en profite pour inviter les personnes qui ont posé les questions où il est besoin d'approfondir la réponse voilà, vous avez les coordonnées des intervenants et donc vous pourrez les contacter, directement pour voir ces questions précises. Il y avait encore quelques autres petites questions. Une question que j'espère que je vais bien retranscrire la question par rapport au décompte des 45 jours. J'ai un exemple, début le 1er septembre, fin après 45 jours de présence, dans l'entreprise, école pendant 3 semaines ou fin le 16 octobre, 16 octobre. Donc la question, c'est de savoir si les 45 jours incluent le temps de présence en CFA? Oui, c'est ça, je pense. Ou a priori. Je a priori, ce serait ça. OK. Benoît, tu confirmes? Je pense que oui, hein? Ça inclut les 45 jours? Alors non, 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 non. Les 45 Non? jours, c'est du temps effectif de Ah, de présence en travail. entreprise. Donc, on ne Mea compte pas culpa. les congés, on ne compte pas les week-ends, on ne compte pas le CFA, on ne compte pas les arrêts D'accord, maladie. C'est vraiment les jours de présence dans l'entreprise. Ça, c'est clairement dit dans le code du travail. merci. Allez. OK. Une question par rapport à une formation qu'un apprenti, pardon, a bénéficié, dans l'entreprise, j'imagine avec les autres, collaborateurs. Une formation pont roulant, et le formateur a précisé qu'il n'avait pas droit alors attendez, cependant, il ne peut pas utiliser cette formation car il n'en a pas le droit, nous a précisé le formateur. Est-ce que nous pourrons lui faire une autorisation de conduire lorsqu'il sera majeur?
Attendez, est-ce que vous pouvez répéter la question? Enfin, je ne l'ai pas vue dans le chat. C'est une des dernières questions. Donc, un apprenti, donc j'imagine, qui est mineur, a Oui. participé à une formation pont roulant dans l'entreprise, mais il ne peut pas utiliser cette formation car le formateur a précisé qu'il n'en a pas le droit. Donc, est-ce qu'ils pourront lui faire une autorisation de conduite lorsqu'il sera majeur? Mais c'est pour utiliser quoi comme type de... Ah, une formation pont roulant. Je ne Oui. sais pas du tout. Donc, c'est un équipement de travail. Alors là, il faut que je vérifie, mais à mon avis, enfin là, je suis un peu surprise de la réponse du formateur déjà. Donc, faut que je vais le vérifier ça hein, également, mais bon, pour quand il sera majeur, il n'y a pas de difficulté, mais je vais quand même le vérifier pour le mineur. Hein. Je ne sais pas si tu veux compléter, Mehdi. Non, je t'avoue que moi aussi, j'aurais tendance à Parce vérifier. Parce que moi, il me semble, enfin, en ce qui concerne la conduite d'équipement de travail mobile, mais, voir si ça rentre dans ce cadre, le mineur peut, il y a une dérogation, enfin une déclaration de dérogation qui est possible hein, au sein de Tout à fait. l'entreprise. Donc, Ça fait j'aurais partie tendance des... à dire que le mineur, dès lors qu'il y a une déclaration, il peut utiliser ce type d'équipement, bien sûr avec toutes les conditions que j'ai rappelées. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Mais comme le formateur a dit que ça n'était pas possible, je veux quand même le vérifier. Voilà. Je Donc, voulais en revenir. fait, moi, ce que je peux vous proposer éventuellement, c'est que, à la limite, vous allez avoir le support. Moi, je peux indiquer la réponse dans le support hein, aussi. Hein. On peut tout à fait faire ça, oui. Pour en revenir aux congés payés, la prise des congés payés, à partir de quand peut-il les prendre? En fait, ça dépend des règles de détermination de la période de prise des congés qui sont applicables dans l'entreprise et de l'ordre de départ en congé des différents salariés que l'employeur aura déterminé. Mais en tout état de cause, sous réserve de ces règles et de cet ordre de départ en congé, le salarié peut, donc l'apprenti également, peut prendre ses congés dès l'embauche. C'est une nouvelle disposition, bon, nouvelle, enfin, qui a quelques années, mais qui date de 2017. Juste avant de passer à la question suivante, j'ai vu qu'il y avait des réponses là pour la participation au GT expérimentation voilà, sur le travail des jeunes. Donc je vais conclure le sondage. Donc si jamais il y en a qui n'ont pas répondu, je vous laisse voilà, 30 secondes pour y répondre. Et en suivant, je lancerai le questionnaire de satisfaction. Merci. J'ai une dernière question, si j'ai rien oublié. Je pense, Benoît, que tu vas pouvoir y répondre. Les employeurs publics peuvent-ils aussi faire appel aux médiateurs des chambres consulaires? C'est une bonne question. Alors, dans l'article de référence, il n'est rien précisé pour le secteur public. Par contre, on a cette indication sur la question des ruptures de contrat, et notamment donc, la rupture unilatérale du jeune. Pour le secteur public, le médiateur, c'est le service désigné par l'employeur, hein, donc généralement le ministère de référence, donc le service désigné comme étant chargé de la médiation. C'est souvent un service RH interne à l'établissement public, mais ça peut être un service externe. Il faut que tout simplement l'établissement public indique qu'il souhaite que ce soit le médiateur consulaire qui prenne le relais. Et dans ce cas-là, c'est possible. Il faut que ce soit une décision de l'établissement public. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres. Ok, je n'avais plus de questions, juste une personne. Je peux reprendre la parole. Donc, je vous confirme qu'une dérogation est possible hein, dans ce cadre-là. Enfin une déclaration de dérogation dans la conduite d'un pont roulant avec autorisation de conduite. Bien évidemment, le pont devra être vérifié, on est d'accord, et avec toutes les conditions que je vous ai données. Mais le jeune apprenti pourra utiliser cet équipement de travail mobile. Effectivement, je pense que donc il y a une personne qui a indiqué, je pense, la même indication qui a été trouvée sur le site de l'INRS Oui. sur l'autorisation de conduite. Je n'ai pas d'autres questions. Il me semble n'avoir rien oublié.
Si après coup, hein, vous avez des questions, ça peut venir après une présentation. C'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. N'hésitez pas, hein, on vous le rappelle, vous avez tous les coordonnées des intervenants et vous pourrez les contacter du coup pour voir des questions générales, voire précises par rapport à vos cas particuliers. Voilà, et dans tous les cas, donc je le rappelle, le support vous sera communiqué donc par votre conseiller CCI local, qui reste voilà, votre interlocuteur privilégié pour faire le lien avec les experts qui peuvent vous répondre sur le sujet. Je vois qu'on n'a plus de questions, donc écoutez, merci pour votre participation, merci aux intervenants pour voilà, ces explications et toute la préparation du webinaire. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis j'espère vous retrouver nombreux en 2024. Donc voilà, on continue vu que vous nous suivez donc sur ces thématiques santé-sécurité. Donc le premier rendez-vous 23 janvier voilà, sur tout ce qui est violence sexiste et sexuée au travail. Merci à tous et bonne fin de journée.